Notre invité, Mario. Comment vas-tu? Très bien, merci. Voilà, alors pour ceux qui ne le connaissent pas encore, Mario est le brand ambassadeur de Rome Nation, aussi de la marque Millionario, qui appartenait au même propriétaire, mais bon, Mario va nous expliquer tout ça. Mario, est-ce que tu peux nous donner un petit peu ton parcours, hein, ce que tu as fait, comment tu es arrivé dans le Rhum et comment tu es arrivé en Europe, puisque tu es péruvien de mémoire? Chilien. Chilien, pardon, excuse-moi, oh là là. Ouais, c'est pas grave. Il fait un incident diplomatique. Ne nous le fasse pas, chilien. Non, je suis latino-américain. Voilà. Je suis latino. Alors, c'est simple. En fait, j'ai vécu en France quand j'étais gamin, parce qu'après le coup d'État au Chili, on est parti en France. Donc, j'ai grandi en France dans la banlieue parisienne, au 9-3. Je suis un gars, un bon quartier. Un parisien. Et un quartier bien. Et en fait, après, j'ai fait des études à Prague, une belle ville où j'ai connu mon épouse qui est panamienne. Et de là, en l'an 2000, on est parti au Panama. Et c'est en fait au Panama où j'ai commencé à travailler avec des Roms. J'étais le directeur des boutiques de l'aéroport de Panama. Et donc, je me suis mis à gérer un peu tous les produits qu'il y avait dans les boutiques. Et entre ces produits, il y avait des rhums, et surtout un rhum du Guatemala que j'ai introduit dans les boutiques qui s'appelle Zacapa. Et c'est là, en fait, que j'ai dit, oula, il y a quelque chose à faire, il y a quelque chose de très intéressant avec ce rhum à faire. Et en 2005, donc 5 ans après mon expérience avec les boutiques Duty Free, j'ai contacté Zacapa. Et j'ai commencé à travailler avec eux en tant que commercial pour le monde duty free, pour les boutiques des aéroports. Donc voilà, c'est comme ça en 2005 que j'ai commencé mon aventure dans le rhum. Donc c'est à toi qu'on doit l'arrivée de Zacapa en France, c'est ça? Non, pas vraiment, parce que Zacapa était déjà présent en France quand moi j'ai commencé à travailler avec eux. Seulement, c'était avec un tout petit distributeur, Champagne Giro. Et on avait beaucoup de mal à faire bouger un peu Zacapa. Il a commencé à bouger en 2009-2010, quand Diageo a repris la marque et que MHD, Moët Hennessy, Diageo sur la France, a commencé à distribuer un peu mieux Zacapa. Voilà. Mais il y a eu aussi des problèmes. Ils ne voulaient pas distribuer Zacapa XO parce que c'est une maison de cognac, donc ça ne leur plaisait pas trop. Et puis mais finalement, je pense qu'aujourd'hui, ils sont assez contents des résultats. Voilà. Donc, j'ai passé pratiquement 11 ans avec Zacapa. J'ai beaucoup appris, j'ai beaucoup voyagé, j'ai beaucoup connu. Je les remercie énormément pour toute cette expérience. Et puis après, j'ai commencé sur 3 projets que je maintiens jusqu'à aujourd'hui. Donc, il y a Rhum Nation, il y a Millionario. Et pour les amis de la confrérie du Rhum, je fais aussi Diplomatico pour les boutiques duty free. Mais chez Zacapa, tu es resté 23 ans ou tu es resté moins longtemps que ça? Non, je suis resté moins longtemps que ça. C'était un système Solera, en fait. C'est pour ça qu'il est resté différemment. Ouais, c'est tout à fait ça. Et puis un jour, il y a eu la rencontre avec Fabio Rossi, j'imagine? Alors, la rencontre avec Fabio Rossi, elle s'est produite en fait au Guatemala. Fabio, on s'était un peu connus parce qu'on avait eu des embrouilles avec lui. Mais bon, ça c'est des petits détails. Et en fait, Fabio, dans les années 2000, Fabio a commencé avec le whisky, en fait. Il a commencé dans les années 90 avec le whisky, comme beaucoup d'Italiens, comme Samaroli, comme Luca Gargano, comme tous les Italiens. Il a commencé avec le whisky. Il a racheté en 1992 une compagnie de whisky qui s'appelle Wilson & Morgan, qui est une très belle marque de whisky. Et puis ensuite, dans les années 2000, il a découvert les rhums d'origine britannique. Parce qu'un de ses vendeurs de whisky en Écosse avait entre autres des rhums de Guyane britannique, de Barbade, de Jamaïque, etc. Et il lui a fait goûter. Il a dit, écoute, moi je trouve ça génial, qu'est-ce que tu en penses? Il lui a dit, mais c'est quoi? Je ne savais même pas qu'il existait des rhums vieillis, des rhums âgés. Et donc il a découvert, et puis il s'est dit, il y a peut-être quelque chose à faire.
Donc, dans les années 2000, il a commencé à visiter des distilleries. Il est allé en Martinique, chez St. James, il est allé chez HSE, il est allé aussi chez Foursquare, il est allé chez Montgay, il est allé chez plusieurs distilleries. Et en 2004, il a l'idée de passer au Guatemala, mais il n'y arrivait pas. Il n'y arrivait pas. Et ensuite, il est rentré donc dans ses embrouilles avec Industrias Licoras de Guatemala. Et un jour, il me contacte à travers un ami. Et cet ami me dit, écoute, je sais que Fabio, il est mal vu au Guatemala et tout ça, mais il veut visiter la distillerie. Je dis, bon, je vais en parler à Lorena Vázquez, qui est la maître de fût de Zacapa, et on va voir si on peut faire quelque chose. Et donc, il est venu. Il est venu en 2007. Il est venu visiter le Guatemala. Il a été extrêmement surpris, surtout par la capacité de vieillissement qu'ont les Guatémaltèques. Il n'avait jamais vu autant de fûts réunis qu'au Guatemala. C'est vrai que si on compare aux distilleries de whisky, c'est extrêmement beaucoup plus grand ce qu'il y a au Guatemala en termes de capacité de vieillissement. En fait, je pense que ce qu'on sait peu, c'est que le rhum vieilli, il y en a surtout en Amérique centrale et au nord de l'Amérique du Sud. Les grandes capacités de rhum vieilli qu'on a dans notre industrie, elles sont en Guyane britannique, avec Demerara Distillers, qui a 350 000 fûts. On a Dousa, on a Diplomatico, qui a à peu près 180 000 fûts. On a Abuelo, Panama, 150 000 fûts. Et on a les Guatémaltèques qui, avec Zacapa et Vautran, ont facilement 250 000 fûts. Donc c'est vraiment, c'est immense. C'est énorme. Ouais, c'est énorme. Voilà. Et toi alors, donc aujourd'hui tu es ambassadeur pour la marque Rhum Nation, ouais. Donc qui encore jusqu'à il y a peu appartenait à Fabio Rossi, donc. Voilà. Mais elle est passée, en fait, Fabio, il a déjà presque 60 ans, donc il pense un peu à son avenir quand il n'aura plus l'énergie pour travailler dans ça. Donc, il a décidé de proposer sa marque à un distributeur. Et il a pensé tout de suite aux Danois, qui sont ses amis. C'est ceux qui ont commencé avec lui il y a 15 ans. Et les Danois ont accepté. Donc, l'entreprise McY du Danemark a racheté Rhum Nation. Donc, aujourd'hui, en fait, on est un peu dans une transition où on a Fabio qui gère encore tout ce qui est achat, tout ce qui est vieillissement, etc. Et les Danois qui se chargent simplement du côté commercial. Et puis, dans 2 ans, normalement, tout va être en main des Danois. Donc, c'est eux qui devront gérer aussi la logistique, les achats. Et ils sont dans ce process d'apprentissage. Alors, quelle a été au départ la vision, le projet derrière la marque Rhum Nation, en fait? Quel a été le but de ça? Alors, Fabio, ce qu'il raconte, c'est que bon, quand on connaît un petit peu Fabio, on sait que c'est un bon vivant et c'est un gourmet. C'est un gourmet. Ouais, c'est sûr. Et en fait, il avait envie d'avoir une marque de rhum qui pouvait plus ou moins contrôler et qui lui permettrait de sortir des trucs sympas, des trucs qui à lui plairaient. C'est vrai que dans ce qu'on a aujourd'hui dans Rhum Nation, il y a des choses, c'est très ample. On a des rhums de style latino, des rhums légers, un peu doux. On a des rhums britanniques qui sont un petit peu plus corsés. On a des rhums aussi un peu de tradition française, quoi, des rhums un peu agricoles, dans le sens où c'est fait à base de jus de canne. Donc c'est très large. Mais au début, il voulait faire des rhums, il voulait avoir des rhums qui soient proches des whisky, parce qu'en fait, son monde, il le reconnaît, c'est le whisky. Lui, c'est vraiment, il adore le whisky, il adore aller en Écosse, il adore passer du temps avec les distillateurs là-bas. Donc, il voulait en fait faire des rhums qui soient proches de ce monde du whisky. Et justement, c'est peut-être là où il y a eu au début un peu l'erreur, c'est que ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché parce qu'on parle des années 2000, il a commencé Rhum Nation en 1999. Dans les années 2000, les gens ne comprenaient pas encore le rhum vieilli dans l'Europe continentale. L'Europe, disons, le UK, le Royaume-Uni, oui, ils connaissaient parfaitement les rhums vieillis.
La France aussi connaissait parfaitement, grâce à la Martinique et à la Guadeloupe, les rhums âgés, etc. Mais sur le reste de l'Europe, on ne connaissait pas trop ce domaine-là. Donc, il a sorti des choses qui aujourd'hui, si je les avais, je serais ravi parce que c'était des pépites, mais ça n'a pas marché. Ça a pris beaucoup de temps à prendre. Et en fait, ça a commencé à prendre quand il a introduit les premiers rhums latinos. Quand il a introduit justement le premier rhum du Pérou, qui a été le prédécesseur de Millonario, qui est le Peruano-8. C'est là que la marque a commencé un peu à grandir avec un rhum léger, un rhum doux, un rhum facile à boire. Ok. Et alors aujourd'hui, comment est-ce que la marque se positionne? Je veux dire, entre-temps, là, depuis ces 20 dernières années, le marché a beaucoup évolué. Ouais. C'est beaucoup développé et ça partout dans le monde, hein, on le constate. Aujourd'hui, on a de plus en plus de distilleries qui ont ouvert et qui ouvrent encore. On a beaucoup de marques qui ont introduit le marché, notamment des embouteilleurs indépendants également, donc qui rentrent un peu dans la même, dans la même idée de Rhum Nation, justement. Rhum Nation se positionne comment par rapport à ça et comment est-ce qu'ils font pour sortir leur épingle du jeu, si tu veux, en dehors du fait d'être là depuis 20 ans? C'est très compliqué parce que on est une petite marque et on cherche encore notre chemin, en fait. Je pense que c'est compliqué pour différentes raisons. La première raison, c'est que c'est pas toujours facile d'avoir du jus, d'avoir du rhum, d'obtenir du rhum des distilleries. Surtout maintenant avec cette croissance qu'il y a au niveau du monde du marché du rhum, ça devient de plus en plus compliqué. Et cette facilité d'échange surtout. Voilà. C'est clair que par exemple aujourd'hui, j'aimerais bien avoir dans mon portefeuille de Rhum Nation un Martinique. On en a eu un qui était très bon de chez HSE. Mais HSE a commencé à grandir. Bien sûr, ils ont eu besoin de leur rhum vieilli et ils ont coupé simplement. Non, ils n'ont pas coupé. Ils nous ont offert le rhum qu'on achetait avant, mais à un prix qu'on pouvait plus on voyait plus financièrement intéressant. Donc, si tu veux, c'est compliqué pour un embouteilleur indépendant trouver son chemin parce qu'on est très dépendant. C'est un peu paradoxe, mais on est très dépendant en fait des distilleries, de ce qu'elles peuvent nous offrir et de ce qu'on peut faire avec. Donc moi, je pense que ce qu'on devrait faire, c'est rester comme un single domaine. Fabio a toujours voulu ne pas faire de blend. Il a décidé de toujours embouteiller des rhums qui viennent d'une seule distillerie. Okay, c'est pour ça que tous nos rhums s'appellent single domain, parce que les Panama viennent d'une distillerie qui est Abuelo, le Demerara ou les Guyana viennent de Demerara Distillers, le Trinidad de Angostura, etc. Donc, on ne fait pas de mélange, on ne fait pas par exemple un Barbade Trinidad Jamaïque. Hein, on n'en fait pas pour l'instant. Donc, ça, c'est important de garder ce single domain. Je pense que c'est quelque chose qui est un peu la caractéristique de Rhum Nation. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut faire de plus en plus la valeur ajoutée, en fait, le travail de fût, travailler les fûts après qu'on ait acheté le rhum. Parce qu'aujourd'hui, les producteurs nous vendent de plus en plus des rhums plus jeunes. Ouais. Donc, il faut les travailler plus. Donc, je pense que c'est du long terme, c'est garder la qualité. On a toujours une bonne reconnaissance au niveau de la qualité. On a pas mal de rhums qui ont eu des prix dans les différents Rumfest. Il y en a un là derrière moi dont je suis très fier, qui est le Jamaïca Blanc. C'est le premier rhum qui, à Berlin, a gagné le prix de tout le festival, alors que jusqu'à 2009, ça avait toujours été des rhums vieillis. Donc, il y a des trucs qu'on sait faire, c'est des bons produits et il faut rester là sans non plus devenir fou au niveau des prix de vente, parce que finalement, le rhum, c'est fun, comme dit notre ami Yann Borel. Donc, il faut rester fun. Essayez. Donc, ça veut dire que vous êtes toujours sourcé donc, auprès de distilleries et donc jamais fait appel à de brokers comme font d'autres embouteilleurs indépendants. Alors, au début, Fabio faisait appel à surtout aux Hollandais, hein, qui avaient beaucoup de stock. Et puis, petit à petit, il s'est mis en contact directement avec les distilleries et puis il a commencé à acheter.
Il reste pour nous quelques origines qu'on ne travaille pas directement, mais on est en train d'essayer de… Maintenant que les Danois, par exemple, ont repris la marque, eux, ils sont distributeurs, par exemple, au Danemark, de Foursquare. Et Foursquare, c'est indirectement notre supplier, notre fournisseur du rhum de Barbade. Hein. Mais on le fait à travers les Hollandais parce qu'ils ont un contrat avec les Hollandais, etc. Mais on aimerait trouver un moyen pour acheter directement de chez Foursquare et travailler même des projets avec eux. Donc là, maintenant, ce sera peut-être un peu plus facile parce que les Danois ont déjà une relation commerciale avec Foursquare, avec Richard Seed. Dis-moi, Fabio est toujours propriétaire de la marque Millonnario. Ouais. Et j'avais pu comprendre aussi qu'il avait acheté la distillerie en 2005. Alors, il n'a pas acheté la distillerie, il a acheté en fait le nom du rhum, la marque. Voilà. Il a acheté la marque Millonnario qui appartenait aux Péruviens et il a acheté la marque. Il n'a pas acheté la distillerie parce que les Péruviens ne veulent pas vendre la distillerie. Ils en ont 3. Ils en ont une qui fonctionne seulement. Mais c'est une famille un peu atypique, famille latino-américaine qui vit un peu de son passé, hein, son glorieux passé. Et ils ne veulent pas vendre aucune des distilleries qu'ils ont. Et pourtant, il y en a 2 qui ne fonctionnent pas aujourd'hui et ils les ont là. Ouais. Donc, il n'a pas été tenté, comme d'autres embouteilleurs indépendants, d'avoir sa distillerie. Si, c'est un projet qu'on a en tête. Seulement, il faut que tous les astres se positionnent bien. Mais si, on est bien sûr, on est tenté de faire ça parce que tout simplement, on sait un peu ce qui s'est passé avec le whisky. Hein, justement, le fait que le whisky a une très grande croissance. Et puis, après, les distilleries, c'est elles qui dictaminaient, quoi. Donc, aujourd'hui, on sait très bien que vraiment, pour nous planter un avenir, il faudrait qu'on ait une distillerie. Alors, on a une question qui nous vient de Letty Mathieu dans les commentaires, qui nous dit « Les rhums de tradition hispanique sont souvent critiqués à cause de l'ajout de sucre. L'explication des âges par Solera. Comment est-ce qu'on pourrait apporter plus de transparence dans ce monde du rhum si complexe ?» Alors, c'est compliqué parce que c'est vrai qu'il y a plusieurs façons de vieillir. Hein. On a le statique, on a le dynamique. Le statique, le traditionnel. Hein. Le dynamique qui est le Solera. C'est un système qui est très vieux. Hein. C'est un système de 500 ans à peu près. Les Espagnols ont commencé avec ce système pour leur vin de Xérès. Seulement, c'est tout un thème d'éducation. Il faut expliquer aux gens ce qu'est le système Solera, pourquoi on a le système Solera. Qu'est-ce qui est l'avantage et le désavantage d'un système Solera? Il y en a, hein, il y a de gros avantages, il y a aussi de gros désavantages ou inconvénients. Donc, il y a tout un travail d'éducation qui doit se faire. Je pense que Zacapa a commencé à le faire. Et aujourd'hui, comme ils font partie de Diageo, ils ont quand même, je calcule à peu près au niveau mondial, il va y avoir une quarantaine d'ambassadeurs locaux qui font ce travail tous les jours. Mais c'est vrai que c'est encore à une échelle très petite. Hein. Alors, aujourd'hui, ça peut confondre parce que les gens ne comprennent pas vraiment qu'il y ait 2 systèmes et que ces 2 systèmes, c'est des paramètres différents et donc c'est 2 façons de vieillir qui sont différentes. Alors, justement, est-ce que, pour rester dans le sujet, aujourd'hui, le terme Solera, du moins c'est l'impression que j'ai, est mal vu par beaucoup de gens, notamment également par beaucoup de producteurs. Est-ce que tu ne penses pas justement que c'est dû au fait qu'à un moment donné, il a peut-être mal été mis en avant par certaines marques, dont notamment Zacapa? Alors, je pense que Zacapa… J'ai travaillé avec Zacapa, donc… C'est pour ça que je te demande. Voilà. Je pense que Zacapa a fait un bon boulot d'expliquer en fait ce qu'était le système Solera. Le problème qu'il y a eu avec Zacapa, j'étais présent, j'ai été en fait dans toutes ces discussions, c'est quand Zacapa a été racheté par Diageo. Quand Zacapa a été racheté par Diageo, les étiquettes de Zacapa, il y avait marqué
23 años ou 23 ans ou 23 years. Et puis tout d'un coup, on est passé chez Diageo et on a changé les étiquettes et on a mis Solera 23. Et donc ça a bien sûr été très critiqué, ça a été très… il y a beaucoup de gens qui ont attaqué en fait tout de suite la marque en disant « Ah, vous n'allez plus faire du 100% 23 ans ». Et on a dit « Mais on n'a jamais fait du 100% 23 ans ». Le problème, c'est que quand on était une petite société guatémaltèque 100%, on pouvait mettre ce qu'on voulait. Hein, parce qu'à l'époque, le monde du rhum vieilli n'était pas très grand. Il n'y avait vraiment pas trop de compétition ni rien. Personne n'était trop… voilà. Et voilà, ils ont mis 23 ans parce que c'était plus facile à expliquer. Quand on est passé chez Diageo, qui est Diageo, hein, la grande société multinationale qui est sur le Stock Exchange à New York et à Paris et sur plein de Stock Exchange, et qu'ils ont un département d'avocats qui est très très important, et ils sont venus nous voir avant de faire l'achat de la marque, de 50% de la marque ou de contrat, et ils ont regardé les process de vieillissement, ils ont dit mais attends, c'est pas un 23 ans ça. Et je me souviens, j'étais là, Lorena, non, mais on n'a jamais dit que c'était un 23 ans, c'est un Solera 23. C'est là qu'ils ont dit mais on peut plus mettre en years, años. Pour des raisons légales, ouais. Voilà. Ouais. Il faut mettre Solera 23. Et donc, c'est à partir de là que toute cette confusion est née. Mais pour moi, c'était facile à expliquer. Le problème, c'est qu'on était, je ne sais pas moi, une dizaine d'ambassadeurs partout dans le monde à l'époque. On arrive à combien? 10 000 personnes, 20 000 personnes, à très peu, une très petite échelle. Mais c'est ça l'explication, en fait. C'est ce qui s'est passé. Ensuite, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de marques qui sont sorties et qui ont mis Solera. Et là, il y a une grande confusion. Qu'est-ce que le Solera? Je l'ai même eu avec un très bon collègue à moi de l'industrie du rhum. Je ne vais pas le mentionner parce que non, mais il avait mis Solera, et quand je lui ai demandé, mais c'est quoi ton Solera? Et il m'a dit, ah ben c'est parce qu'à la fin, je mets dans des fûts de Xérès. Je dis, mais ça n'a rien à voir. Le Solera, c'est un système dynamique de vieillissement où tu fais des mélanges entre des rhums vieux, des rhums jeunes. Ce n'est pas un thème de mettre à la fin une botte de Xérès. Et donc, voilà. Donc, c'est beaucoup un manque d'éducation, un manque d'information. Et quand il y a ce manque d'information, de communication, d'éducation, bah c'est vrai qu'il y a place à la confusion. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire, selon toi, justement, pour arranger ça? Je pense qu'il faut des débats, il faut expliquer. Hein. Moi, on me pose très souvent la question Solera parce que Lionel est aussi un Solera. Et on me demande qu'est-ce que ça veut dire. Et j'explique. J'explique qu'en fait, c'est un système dynamique qui nous permet à nous, à Zacapa, à Santa Teresa, d'avoir à la fin du process de vieillissement un produit qui soit toujours le même. Hein, parce que dans le process de vieillissement, on va travailler les fûts, on va faire des testings, et si on voit que le rhum ne va pas dans la direction où on veut, eh ben on va utiliser des rhums plus vieux, des rhums plus jeunes, etc., pour faire des mélanges et arriver à la fin du process à un produit qui aura toujours le même profil, en fait. Et donc, j'explique, il y a des schémas, j'explique, j'essaye. C'est compliqué, même pour moi, au début, c'était très compliqué de comprendre d'abord pourquoi est-ce qu'on faisait ça. Et ensuite, j'ai compris. Ça raccourcit les termes, ça raccourcit les temps de production. C'est-à-dire qu'en fait, par exemple, le Millonnario 15, pour prendre un exemple, nous, on n'a pas besoin d'attendre 15 ans pour le sortir. On peut le sortir après 5 ans. Parce que, en fait, le process de production nous prend 5 ans. Et entre chaque passage de fût, on va rajouter du rhum plus vieilli qui va nous permettre, au bout de 5 ans, d'avoir un profil assez intéressant, un profil un peu plus vieilli. Donc, c'est compliqué, c'est long, ça prendra du temps. Mais les gens, petit à petit, je pense qu'ils comprendront, j'espère. Alors là, tu as bien expliqué, donc surtout le système, le process de vieillissement, mais souvent, les gens associent Solera à sucre. Ouais. Qu'est-ce que toi, tu as à dire sur les produits qui ont des ajouts de sucre? Alors, parce qu'il y a des Solera qui n'ont pas d'ajout de sucre. Voilà. Pourquoi est-ce qu'on associe Solera avec le sucre ou avec la douceur?
c'est Zacapa, parce qu'en fait, c'est lui qui a créé cette catégorie, si tu veux, de rhum Solera, et qui a fait un tabac. Il faut reconnaître Fabio, quand il m'a contacté, et il m'a contacté parce que Zacapa en Italie, c'était 40 000 caisses par an, et c'était énorme à l'époque pour un marché de rhum premium, un rhum à 50 €. Donc, il voulait comprendre, il voulait savoir qu'est-ce que c'était, etc. Donc, je pense que Zacapa a beaucoup influencé. Donc, aujourd'hui, on a l'idée que, par exemple, on parle de style latino au niveau des rhums. En fait, c'est un peu, c'est pas vraiment correct, parce que quand on va goûter les rhums du Panama avant cette folie du rhum doux, c'était des rhums assez secs. Quand tu goûtais des rhums du Nicaragua de chez Flor de Caña, ça avait un profil assez sec. La même chose au Venezuela, hein. Tant qu'il n'y a pas eu Diplomatico, on goûte Santa Teresa 1796, c'est un rhum assez sec. Mais c'est vrai que Zacapa a tellement bouleversé l'industrie que beaucoup de ces producteurs ont dit, on va créer un style, hein, on va être différent des Britanniques, on ne sera plus un rhum hispano-britannique, parce qu'en fait, nous, on avait une tradition un peu britannique. La seule chose qui nous différenciait des Britanniques, c'était la distillation. Hein. Ils font ça dans des alambics, nous, on fait ça dans des colonnes. Mais le reste, c'était la même chose. Les rhums de Cuba, c'est des rhums assez secs. Hein. Donc, on va créer un peu notre style, et on va commencer à copier ou à nous coller à cette idée de Zacapa de faire un rhum doux. Et c'est là qu'est apparu en fait tous ces rhums doux de style latino, parce que chez nous, on n'a pas autant de règles comme on peut en avoir dans le monde britannique ou dans le monde des rhums français. Hein. Bon, la Martinique, c'est déjà un cas extrême, mais même en Guadeloupe, je pense qu'en Guadeloupe ou à La Réunion, les gens ont des process qu'ils veulent garder, qui font part de leur culture, etc. En Amérique latine, on a été plus flexible. Et on s'est dit, on a été un peu plus, je dirais, non seulement flexible, mais aussi on a profité un peu de cette vague qu'il y avait au niveau des rhums doux. Et on a créé en fait cette famille de rhum latino. Mais elle n'existait pas il y a 20 ans, elle n'existait pas. On avait britannique, on avait français, et puis ensuite on avait Zacapa. C'était tout ce qu'il y avait. Et puis voilà, les autres ont commencé à monter sur cette vague, et voilà. Alors, on a Olivier Scars qui nous pose une question un peu intéressante. Ouais. Ne penses-tu pas qu'une des choses qui sème la confusion est le fait de mettre sur les bouteilles avec vieillissement en Solera l'âge du rhum le plus vieux, alors que ça représente qu'un pourcentage minime du produit final? Oui, mais bon, mais ça, c'est justement le système Solera d'Excérèse. On a simplement. On fait la même chose? Oui, bien sûr. Quand tu goûtes un Xérès de 10 ans, hein, ça veut dire qu'un Solera, un Xérès Solera de 10 ans, ça veut dire que le vin le plus vieux qu'il y a dans le blend, c'est celui de 10 ans. Donc, on a juste pris cette façon de faire et on l'a appliquée. Je comprends que ça peut gêner ou ça peut confondre, hein, mais c'est un système qui existe depuis 500 ans. Et il ne faut pas oublier que les Espagnols, quand même, ont beaucoup à dire dans le monde des boissons alcooliques. Il ne faut pas oublier que grâce à cette mixité qu'il y a eu en Andalousie entre les Arabes, les Espagnols et les Juifs, on a une culture neuve qui a existé, on a l'alambic qui a été exploité, et on a commencé à faire de l'alcool. Hein, et de là, c'est parti, bon, dans le thème du rhum, c'est parti sur les îles Canaries et sur Madère, qui est parti ensuite sur l'Amérique latine. Donc, les Espagnols, en fait, ils ont quand même, au niveau du vieillissement, au niveau de cette culture des boissons alcooliques, ils ont leur histoire. Et le système Solera de Xérès a 500 ans. Mais justement, ce qui pourrait amener à confusion aujourd'hui, c'est que d'un côté, il y a le système Solera qui, lui, ira afficher l'âge le plus vieux de l'assemblage, alors qu'à l'inverse,
Le traditionnel, le statique, c'est on nous demande d'afficher, on nous impose par la loi d'afficher le rhum le plus jeune. Maintenant, quelqu'un qui est novice, qui se retrouve dans un rayon, qui n'y connaît rien, il voit d'un côté, je veux dire le 23, et de l'autre côté 5 pour le même prix. Psychologiquement, il va aller vers le 23. Tout à fait. Est-ce que du coup, peut-être harmoniser la législation au niveau mondial serait une solution? Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on demande dans les questions. Ouais. Tout à fait. Alors, Benoît, là aussi, j'ai été témoin de ces discussions qui ont eu lieu dans les années 2000, parce qu'en fait, j'étais très proche à la maître de fût de Zacapa, qui est Lorena Vázquez. Et Lorena Vázquez, justement, était l'une de ces promotrices d'une unification au niveau des rhumiers, qu'on se mette d'accord sur, par exemple, si un rhum a une moyenne au moins de 5 ans, bah, l'appeler Reserva ou Réserve. Mais le problème, Benoît, Géry, c'est que les intérêts sont très différents selon les îles, selon les fabricants, et c'est très compliqué. Même les Britanniques ont essayé, ils ont créé une association, ils ont essayé de se mettre d'accord entre eux, ils ont même, à leur niveau, n'ont pas réussi à se mettre d'accord. Donc, c'est encore plus compliqué quand on a justement, on a ces rhumiers français qui ont des intérêts à eux, les rhumiers d'Amérique latine qui ont, par exemple, une surface d'exploitation qui est beaucoup plus ample, beaucoup plus grande. Donc, il y a vraiment des intérêts différents et ça a été très compliqué et je pense que ce sera très compliqué qu'on se mette tous d'accord. Et c'est pour ça que moi, quand je présente Rhum Nation, je présente les différentes cultures de rhum. Je dis en fait, il n'y a pas une façon de faire du rhum, il y a plusieurs façons de faire du rhum et j'explique pourquoi. J'explique pourquoi nous, on fait comme ça, pourquoi les Français font comme ça, pourquoi les Britanniques font comme ça. Et je pense que c'est important que l'on puisse continuer à communiquer, à expliquer aux gens qu'il n'y a pas une seule façon, qu'il ne devrait pas y avoir même une seule façon. Moi, je suis pour cette pluralité, parce que je pense que ça apporte beaucoup de différents goûts, du point de vue organoleptique, c'est des produits différents. Oui, bien sûr. C'est un avantage qu'a le rhum, en fait, par rapport à d'autres spiritueux, c'est qu'aujourd'hui, il est produit sur tous les continents et que ça crée une multitude de palettes aromatiques. Une variété de typicité grâce à ces différents process. Et comme tu disais, déjà, dans un même pays, on a du mal à se mettre d'accord, donc voir entre différentes régions, différents pays, ça va être très, très compliqué. Moi, j'ai été témoin, c'était impossible. Il y a un seul truc, par exemple, juste pour vous donner un exemple, un simple exemple. Il y a eu une discussion, j'étais là avec Lorena, on était 5 heures, 6 heures à discuter un seul thème, c'était, Lorena a dit, il faudrait au moins que la mélasse, le jus, le miel, ce qu'utilise le Guatemala, le jus de canne concentré, proviennent du pays. Et alors là, boum, ceux de Barbade ont dit non, on ne peut pas, c'est impossible. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de mélasse à Barbade. Il y en a très peu. Il faut qu'ils l'importent. Donc vraiment, c'est très compliqué. C'est très, très compliqué. Il y a des intérêts qui sont plus grands. Alors, pour revenir à Rhum Nation, justement, on a une question qui a été posée tout à l'heure. En tant qu'embouteilleur indépendant, si la capacité de production de certaines distilleries ne suit pas la demande croissante, est-ce que les embouteilleurs ne risquent pas de se retrouver dans une impasse à un moment donné? C'est-à-dire, explique-moi un peu. En reprenant l'exemple d'HSE, HSE n'a pas pu suivre comme il le faisait avant parce qu'eux-mêmes avaient besoin de leur rhum, parce qu'ils n'arrivaient pas à suivre la demande qu'il y avait de leur côté. Du coup, vous, ça vous a privé de produits. Est-ce qu'avec la demande croissante mondiale, en tant qu'embouteilleur indépendant, vous serez finalement les derniers servis après les distilleries? Tout à fait. C'est le grand risque. Alors, ce risque, il existe pour nous aujourd'hui déjà avec les rhums agricoles, parce que les rhums agricoles, de par leur appellation ou leur façon de, leur process de production. Bon, par exemple, il faut que ça vienne de la parcelle qui est là, un peu comme un château dans les vins.
Il faut que ça vienne de l'endroit où est la distillerie, etc. Donc là, c'est vrai que ça donne des limitations au niveau de la production. Donc, quand ces gens doivent produire 100 000 litres, 200 000 litres, eh ben, ils vont d'abord penser à eux, surtout s'il y a une demande de plus en plus croissante au niveau de leurs produits. Et puis après, bah, ils vendront les excès. Alors ça nous arrive déjà avec les rhums agricoles. On a du mal à trouver des rhums agricoles à des prix qui soient, pour nous, raisonnables, qui entrent un peu dans notre stratégie de prix au niveau de Rhum Nation. On commence à avoir ça avec les rhums britanniques, hein, parce que les rhums britanniques, si vous visitez un jour les distilleries de tradition britannique, excepté Demerara Distillers, elles sont toutes très petites en fait. Hein, les Hamden en Jamaïque ou les distilleries de Sainte-Lucie, c'est tout petit. Donc eux aussi commencent à avoir un problème de produits, de pouvoir fournir. Les seuls, et c'est pour ça que nous on pousse beaucoup les rhums latinos, les seuls qui n'ont pas cette limitation, c'est justement les rhums latinos. Alors il y a plusieurs raisons. D'abord parce que, je vais prendre un exemple, le Panama que je connais très bien. Varela Hermanos, une entreprise très grande qui est vraiment le producteur de rhum au Panama. Il a ses plantations de canne à sucre, mais rien ne lui interdit d'acheter de la canne à sucre à ses voisins. Rien ne lui interdit d'acheter de la canne à sucre au Brésil, s'il a besoin, pour de la mélasse. Il a un monde illimité de possibilités pour produire plus. Hein. Donc, c'est pour ça que nous, on s'accroche beaucoup à ces producteurs de rhum latino, parce qu'aujourd'hui, eux, ils peuvent nous suivre. Ils peuvent nous suivre, nous. Ils peuvent, si demain, Thibaut, comment il s'appelle, Thibaut, celui qui avait fait de eau de vie, vous savez, s'il veut acheter du rhum au Panama, il pourra en acheter, parce qu'il n'y a pas de limitation. Si quelqu'un d'autre se décide à créer un Rhum Nation 2, il aura, de la part des distilleries de style latino, il n'aura pas de problème pour acheter du rhum. Il y aura beaucoup de problèmes, presque une impossibilité d'acheter du rhum agricole. Il aura quelques difficultés pour acheter du rhum britannique. Alors, aujourd'hui, Rhum Nation représente, dans sa gamme actuelle, donc la gamme qui est disponible actuellement, combien d'origines différentes? On a une douzaine à peu près. Une douzaine? Une douzaine d'origines. Et on a aujourd'hui 3 niveaux. On a le niveau régulier, donc c'est en fait, ça vient dans des soit comme ça, soit dans des coffrets comme ça ouverts, soit maintenant, on est plutôt dans la tendance de les fermer très colorés comme ça. Alors ça, c'est la ligne régulière. Ensuite, on a les cast strength, les brutes de fût. Alors ça, c'est tout nouveau. C'est les derniers qu'on a sortis. Et puis après, on a ça. Et donc ça, c'est un peu ce qu'aiment beaucoup les connaisseurs de rhum, les geeks, les fanas de tout ce qui est un peu étrange. Ça, c'est ce qu'on appelle les rhums rares. Alors ça, c'est quoi? Basiquement, comme Fabio a commencé dans les années 2000, il a acheté des fûts à l'époque à des distilleries comme par exemple Demerara Distillers ou de la Barbade de chez Foursquare ou d'autres, mais il n'a pas acheté ça en vrac. Il a acheté ça et beaucoup de ces produits, il les a achetés en fût. Pourquoi? Parce que les Écossais l'avaient déjà acheté en fût. Donc, il a acheté ça. Et par exemple, sur celui-là, le Diamond ici, on a peut-être 3-4 fûts qui nous est resté. Et donc là, c'est pas un brut de fût parce qu'on fait un mélange de ces 3-4 fûts et ensuite on l'embouteille et on a ces rhums rares. Donc ça, c'est pas difficile à vendre parce que ça part tout de suite, hein, c'est très peu d'unités. Mais voilà, c'est les 3 niveaux. Donc on a le régulier, le cast strength, le brut de fût, et ensuite on a le rhum rare. Et on va essayer de rester sur ces 3 niveaux. Pas faire de blend, peut-être les Danois le feront, mais pas Fabio.
Alors, pour revenir sur la méthode Solera, il y avait une question de Daniel Baudin qui te salue. Daniel Baudin. Il te demande si dans une Solera 10 ans, c'est une moyenne de chaque année, c'est-à-dire de 1, 2, 3 jusqu'à 10 ans, voire même plus, ou est-ce que ce sont des assemblages de quelques années? Alors, normalement, ce n'est pas des assemblages de quelques années, hein, parce que justement, le Solera, c'est un système dynamique. Donc, on ne devrait pas faire un assemblage final. Qu'est-ce que ça veut dire système dynamique? C'est que le rhum va passer de fût en fût. Donc, par exemple, je prends l'exemple de Zacapa, que je connais très bien. Donc, Zacapa, pour le Solera 23, il utilise 4 fûts, 4 types de fûts. Il va utiliser du Bourbon, tel qu'il arrive des États-Unis. Ensuite, il va utiliser des fûts de Bourbon qui vont rebrûler. Hein, donc, ils vont faire un toast un petit peu plus important. Ensuite, il va utiliser du Xérès, Xérès Oloroso. Et en fin de process, il va utiliser un Pedro Jiménez. Okay, donc, c'est ces 4 fûts qu'il va utiliser. Et le rhum, il va être d'abord blanc, un rhum tel qui sort de la distillation. Il va passer dans le premier fût. Okay, il va rester dans ce premier fût, dans le cas de Zacapa, c'est 2 ans dans le fût de Bourbon. Okay, quand il reste 2 ans dans le fût de Bourbon, au bout de 2 ans, on va le sortir et on va le mélanger à un rhum, je ne me souviens plus maintenant, mais ça doit être un 7-8 ans. On va faire un premier mélange. Hein, donc, c'est dynamique. Le rhum, il ne reste pas dans les fûts, il va bouger. Il va aller dans ces grands tanks en acier, il va être mélangé avec un rhum de 7 ou 8 ans, je ne me souviens plus. Blablabla, on fait ce premier mélange et il va aller dans le deuxième fût. Le deuxième fût, c'est le fût de Bourbon, mais qu'on va rebrûler pour donner un petit peu plus le côté vanille, le côté fruits secs, etc. On va le laisser dans ce fût de Bourbon rebrûlé 2 ans. Au bout de 2 ans, on va à nouveau le sortir et on va rajouter un rhum encore plus vieux, un 15 ans, un 12 ou 15 ans, je ne sais plus. On va faire un deuxième mélange. Ce deuxième mélange va aller dans le troisième fût, qui est un fût de Xérès Oloroso. Et là, on va le laisser 1 an. Au bout d'1 an, on va le sortir. On va rajouter un. Et avant le dernier fût, qui est celui de Pedro Jiménez, on va rajouter entre le Oloroso. Ah. Je crois qu'on a perdu Mario. On a perdu Mario dans ses fûts. On a perdu Mario dans ses fûts. C'était la fin de la recette, en fait, et c'est Diageo qui a coupé le… Là où il ajoute le sucre. C'est ça. Ils ont dit non, faut qu'il arrête, ils ont tout coupé. Voilà. Bon, on va espérer qu'il se reconnecte. Ouais, on espère. Hein, on va attendre un peu. On n'a pas dit, mais il est à Valence, Mario. Il n'est pas. Donc en Espagne. Ouais. Il est vide. Et j'espère qu'il va revenir parce que. Il est déjà là. Je vois qu'il se reconnecte. On t'avait perdu. Ouais, je vous ai entendu. Il y a eu l'attentat de Diageo, c'est ça. C'est ça. Ah, ils ont beaucoup de pouvoir. Hein. Ils sont très forts. Bon, alors, j'en étais où? On disait, oui. La suite de la recette. Ouais, alors, en fait, entre l'Oloroso et le Jiménez, on va rajouter du 22 ans parce qu'on va le laisser 1 an de plus dans le dernier. Donc, ça va terminer en 23. Donc, ça va être le Zacapa 23. En fait, c'est un mélange de rhum de 6 ans parce que 2 ans dans le premier, 2 ans dans le deuxième, 1 an, donc 6, jusqu'à 23 parce que dans le dernier mélange, on va rajouter du 22 plus 1 an, 23. Donc, c'est vrai que c'est très compliqué à expliquer. C'est vrai que quand on a un consommateur, lui expliquer le Solera en 1 minute, c'est presque impossible. Et c'est pour ça que ça prête à la confusion, mais ça, on est d'accord. Ouais, c'est-à-dire qu'on ne fait pas une moyenne, mais on ne fait pas un simple assemblage non plus. C'est une réelle recette, au fait, que chaque maison va développer pour ses propres produits, en fait. Les seuls qui, en fait, suivent le système Solera comme le font les Espagnols, la seule boîte que moi je sache qui le font vraiment selon le système espagnol. Donc, chaque année, le système Solera, on ne laisse pas 2 ans, on laisse 1 an, et puis ensuite, c'est Santa Teresa du Venezuela, qui est la deuxième distillerie plus ancienne du Venezuela. Donc, eux continuent à faire le système Solera traditionnel des Xérès. Zacapa, c'est une inspiration.
Millonarios, c'est une inspiration dans le dynamisme et dans les mélanges, mais ce n'est pas le système Solera traditionnel de Xérès. Alors, on a une question qui nous est parvenue qui demande, quand vous recevez des fûts justement des différentes distilleries chez qui vous approvisionnez, est-ce que vous testez le taux de sucre qu'il y a dedans et est-ce qu'à ce moment-là, vous l'ajustez ou pas? Alors oui, en général, par exemple, il y a deux façons en fait de faire le rajout de sucre. Soit c'est un rajout de sucre qui est fait pendant le process de vieillissement, qui est le meilleur. En fait, c'est un peu comme l'eau. Hein. Quand on veut diluer un rhum, il y a plusieurs façons. Donc, il y a la façon, on termine le vieillissement, on dilue, ensuite on laisse dans un tank, dans le pire des cas, 2 mois, 3 mois, dans le meilleur des cas, 8 mois, 1 an, pour que à nouveau, ça se remarie, en fait, tout ça. Et ben, avec le sucre, c'est la même chose. Il y a des sociétés qui le font pas correctement, en fait, qui font le process de vieillissement. Une fois que le processus de vieillissement est terminé, ils font un rajout de sucre. Donc ça, c'est pas terrible, en fait. C'est pas la meilleure des façons. Et puis, il y a des sociétés qui font un rajout de vieillissement, comme par exemple Diplomatico, qui se fait continuellement. Ça, pendant le processus de vieillissement, on va petit à petit rajouter, faire plus, le dosage en sucre va être fait pendant le processus de vieillissement. Donc, ce qui va permettre qu'à la fin du processus de vieillissement, on ait un produit qui soit plus rond, en fait, mieux fait. C'est clair que c'est deux systèmes qui ont besoin de deux niveaux d'expertise totalement différentes. Hein, parce que, non, parce que par exemple, pour Diplomatico, il faut avoir les gars qui soient là auprès des fûts et qui soient en train de tester tout le temps. Pour une marque qui veut être une marque qui veut vendre, qui veut faire un coup, en fait, et ben, on fait le dosage à la fin du process, on rajoute du sucre, et voilà. Mais au niveau du palais, c'est deux produits complètement différents. Alors, juste de passage comme ça, je ne sais pas si tu as vu dans les commentaires, tu as toute l'équipe du Rhum Cartel du Luxembourg qui te salue. Ah ouais, génial. Chez qui on va quand même dire que tu as fait une première historique, il me semble, la première dégustation dans une mine. Ouais, c'est des fous, c'est des fous. Ouais, je confirme. Ils sont tous fêlés. Mais j'adore, je m'amuse beaucoup avec eux. On est très ouverts, vraiment, c'est une équipe incroyable avec Cyril à la tête. Hein? Des fous mais sympathiques. Des fous mais super sympas, super sympas. On s'amuse vraiment très bien. C'est des gens qui savent beaucoup, qui aiment apprendre. Et moi, à chaque fois que je vais au Luxembourg, j'apprends des choses nouvelles. Mais c'est des amis, c'est des gens sympas, c'est des gens qui se prennent pas la tête et c'est toujours un plaisir. Ils sont très ouverts et ils goûtent à tout. Ils aiment goûter tout type de rhum et c'est vraiment sympa d'être en dégustation avec eux. On les salue. On est comme ça au Luxembourg, que voulez-vous? Ouais. Non, mais c'est vrai, j'étais jamais allé au Luxembourg et là, ces dernières années, avec Rhum Nation, j'ai eu la chance d'y aller et franchement, c'est génial. Belle équipe de fans. On refera une déguste au Luxembourg. Comment? J'ai dit quand on pourra, on refera quelque chose là-bas. Ah oui, bien sûr. Ah, il faut. Et puis il faut qu'il y ait Benoît aussi, bien sûr. Bien sûr. Bien sûr, pas de problème. Pour revenir au sujet, juste rapidement, il nous reste une dizaine de minutes. J'avais une question, notamment par rapport aux différentes législations. Ouais. C'est-à-dire que tu prenais l'exemple avec Zacapa tout à l'heure. Ouais. Il mettait tout simplement 23 Años parce que c'était une petite société et qu'à l'époque, c'était beaucoup moins contrôlé qu'aujourd'hui. Sauf qu'entre-temps, comment gérez-vous, notamment avec les Rhum latinos, la partie législative avec les lois européennes en vigueur, dans le sens où on est obligé d'indiquer l'âge minimum sur une étiquette? Ouais, justement, aujourd'hui, j'ai un collègue belge qui m'a appelé et qui m'a demandé sur la législation si on avait une DO au Pérou. Et j'ai dû lui dire que non, parce que c'est vrai qu'au Pérou, on n'a pas développé de règles pour être d'abord tous d'accord. Au Pérou, il y a 3 destillateurs et les 3 ne se parlent pas, donc c'est un peu compliqué. Okay.
Et dans le monde latino, en fait, le seul… Bon, il y a 3 DO. Il y a la République dominicaine, où ils se sont mis d'accord, tous. Il y a le Venezuela, hein, donc, qui a une DO. Et il y a à peu près 8 distilleries, si je ne me trompe pas, une dizaine de distilleries qui font partie de cette DO. Et ensuite, il y a le Guatemala. Alors, le Guatemala, c'est simple, c'est facile. Ça a été très facile à mettre en place parce qu'il n'y a qu'une seule distillerie. Donc, c'est eux qui font le jour et la nuit là-bas. Mais il faut savoir que ces DO ne sont pas reconnus par l'Union européenne, sauf le Guatemala. Donc, le Guatemala, comme la Martinique, a une DOP. Donc, une dénomination ou une appellation d'origine protégée. Protégée, ça veut dire reconnue par l'Union européenne. Donc, c'est les seuls dans le monde latino. Ensuite, je parlais des Dominicains qui ont leur DO, je parlais de nos amis du Venezuela qui ont leur DO, mais elles ne sont pas reconnues par l'Union européenne. Voilà. C'est simplement, au niveau local, les distilleries, le monde du rhum, les associations de rhumiers se sont mis d'accord. Voilà, ça, c'est les règles qu'il faut avoir. Le Venezuela, par exemple, il faut qu'il y ait au moins 2 ans de vieillissement, il faut que ça passe par du bois, que ce soit préférablement du bois de chêne, etc., etc. Donc, il y a des règles, hein, mais ça n'a pas encore été reconnu par l'Union européenne. Il n'y a pas eu ce procès qui a été fait auprès de l'Union européenne. Donc, le Guatemala, oui, ils ont depuis, si je ne me trompe pas, depuis 2011, ils ont une DOP. Ouais. Une AOP. Alors, pour terminer, on a 2 questions encore qui reviennent à chaque fois pour chaque intervenant. C'est ton coup de cœur au sein de la gamme Rhum Nation, donc ton préféré, si tu devais en choisir un dans toute la gamme. Ouais. Et ensuite, ton coup de cœur hors Rhum Nation. D'accord. Donc, dans tout ce qui reste. Ouais. Mon coup de cœur au niveau de Rhum Nation, il est clair et net. C'est celui-là. C'est un blanc. C'est le Jamaïque de Worthy Park. C'était bien plus ça. Ouais. C'est une tuerie, c'est quelque chose qui m'a bouleversé à moi. Je n'étais pas un grand fan de rhum blanc. Et c'est lui qui m'a fait découvrir un peu ce monde de rhum blanc. Et grâce à lui, j'ai commencé à goûter aussi des rhums blancs. Grâce à vous aussi, hein, les gars. Je me souviens, en Pologne, on a commencé à goûter la Perle. J'ai commencé à regoûter Bologne, Longto, que j'adore, etc. Donc, pour moi, il m'a bouleversé et je suis très content de l'avoir dans ma gamme. Et au niveau des rhums, alors il y a 2 choses. Il y a un rhum qui m'a surpris parce qu'il a beaucoup de caractère, parce qu'il est très, très vif, il est très marrant. Quoi. Je trouve ça marrant. C'est Moba, hein, de mon ami Knud. Le Knud, qu'on salue d'ailleurs. Knud, qui est génial. Je trouve que le concept et tout ce qu'ils ont fait, je trouve ça fantastique. C'est un pari assez quand même. Hein. Ouais. J'ai hâte d'aller les visiter. J'ai vraiment envie d'aller les visiter. Donc, je devais y aller cette année, mais bon, ça, c'est compliqué. Et puis ensuite, il y a un rhum qui m'a paru très intéressant par le concept. C'était un Trois-Rivières vieux de l'océan. En fait, c'est un où on utilise de l'eau de mer. De mer, oui, c'est ça. J'ai trouvé ça intéressant. J'ai trouvé ça. L'idée m'a beaucoup plu et j'ai dit bon tiens, c'est marrant, il fallait y penser. C'est quelque chose de. Alors que la mer est là tous les jours, hein, j'ai envie de dire. Voilà. Sur une île, c'est là tout le temps. Voilà. Donc, si tu veux, ces 2-là m'ont beaucoup plu. Ensuite, j'ai des coups de cœur. J'aime beaucoup les rhums de Guyane britannique. J'aime beaucoup les rhums de Jamaïque. Il y a plein de coups de cœur. Mais ces 2-là, ces derniers mois, m'ont surpris. Je ne connaissais pas ce Trois-Rivières. Et je l'ai connu dans une toute petite foire, je crois, à Nantes, ou une petite foire où je suis allé. Et Moba de Knud, qui, en plus, quand Knud te l'explique, il est tellement passionné. Il y a un gars de 2 mètres, viking, qui t'explique ça, t'as tout de suite t'as la pêche. Voilà. Alors, je sais, c'est mon petit doigt qui me l'a dit, que tu es également grand amateur de cigares. Ouais. J'ai cru le deviner quelque part à un moment donné. Ton pairing idéal
Rhum cigare, c'est quoi? Alors, moi, je suis plutôt fumeur de rhum assez suave. Hein. Je suis plutôt fumeur de rhum du Nicaragua, du Honduras. Fumeur de rhum, tu viens de dire 2 fois. Fumeur de cigares suaves. Ok. Hein. Donc, dans les suaves, Géry doit savoir, dans les suaves, on a des cigares, type Nicaragua, Honduras, dominicain. Donc, ça, c'est plutôt le cigare que je vais fumer plutôt souvent. Donc là, je vais prendre un léger, un rhum latino léger, facile à boire, donc c'est bien comme mariage. Mais ensuite, mon épouse qui vient aussi du whisky, qui aime le whisky, elle est panaméenne, elle aime le whisky, c'est terrible. C'est vraiment, je le prendrais comme une trahison, mais bon. Elle aime beaucoup de chez Rhum Nation un Caroni qu'on a sorti en 97. Oui, qui remonte. Ouais. Qui est vraiment, c'est pas un rhum qu'on va boire tous les jours, mais c'est un rhum qui est intéressant. C'est un rhum très pétrolier, très je sais pas comment dire, avec un goût de goudron très fort, etc. Et là, comme elle aime bien celui-là, on prend plaisir. Parfois, le vendredi, on se prend une petite coupe. Et là, j'aime plutôt un cubain. Donc, j'aime plutôt un Cohiba ou un Monte Cristo ou un Romeo et Julieta. Donc, des cigares qui ont un petit peu plus de corps. Mais mes cigares à moi et ma meilleure combinaison, celle que je vais avoir très souvent, c'est un rhum latino comme un Millonario, par exemple, à 50 degrés, avec un Dominicain ou avec un Hondurien ou avec un Nicaraguayen, un Perdomo, un Arturo Fuente. Donc, j'ai pu les visiter, c'est grandiose. Ça, je trouve que c'est le paradis. Ouais. Donc, tu restes vraiment dans la gourmandise, en fait. Ça reste très gourmand. Je reste dans la gourmandise. Avant de terminer, il y a Pierre Moreau qui a quand même remarqué que derrière toi, il n'y avait pas que du rhum, il y avait un tableau. Et donc, apparemment, tu aimes aussi les belles femmes. Oui, bien sûr, hein. Ça, c'est clair. C'est un peintre panaméen. C'est un peintre panaméen qui s'appelle Sergio Williams et qui quand il dessine les femmes, il les dessine vraiment un peu à la Botello, quoi. Ouais, voilà. Et j'ai adoré, j'ai trouvé ça. En fait, il m'a dit, personne n'a voulu m'acheter ça parce que Panama, il trouvait un peu trop scandaleux. Je dis non, moi j'adore. Et c'est 2 femmes en plus, donc ça fait un côté un peu lesbien et j'adore. Voilà. Très bien. Écoute, en tout cas, Mario, on te remercie de nous avoir prêté un peu de ton temps. J'ai oublié de dire à tous ceux qui vous écoutent que vous faites un super boulot. Moi, je suis souvent avec vous dans les foires, je vous vois et je trouve que c'est incroyable ce que vous avez réussi à faire au niveau des rhums agricoles hors la France. Je pense que vous avez fait un super boulot. Il faut continuer. Et puis voilà, je voulais vous remercier pour m'avoir donné la possibilité de causer sur tous ces thèmes. Merci, c'est super gentil. Et puis on espère te revoir très bientôt. Oui, on espère te revoir bientôt. Hein. C'est pas gagné, mais on va essayer. J'aurais voulu, je pensais Berlin, mais bon, ça y est, Benoît m'a dit que Berlin non plus. Donc... Non, a priori, ça ne se fera pas cette année. A priori, ouais. Voilà. Voilà les gars. En tout cas, merci beaucoup d'avoir assisté à cette dernière du confinement, hein, parce que c'est une dernière. Jerry, demain, on ne se voit pas. Ah non, on ne se voit plus. On ne se voit pas. Et puis, alors, on va quand même préciser, c'est un format, donc la confrérie en direct, qui a l'air d'avoir plu à pas mal de monde et qu'on va conserver, mais de manière moins régulière, quoi. Ça ne sera pas quotidiennement, parce que, après, chacun retourne un peu dans sa petite vie avec le déconfinement. Mais on va essayer d'en faire occasionnellement avec d'autres invités, voir Mario, si tu as quelque chose à dire ou quoi que ce soit, ou une nouveauté qui sort ou quoi que ce soit. Sache que cette plateforme existe maintenant et que tu peux nous en parler et on peut refaire ça quand tu veux. Voilà. Alors justement, Benoît, il y a quelqu'un qui demandait, je crois que c'est encore Pierre Moreau, si on allait réinviter Chantal Comte. Alors, c'est prévu. C'est prévu, mais on n'a pas encore de date. J'ai encore eu Chantal au téléphone pas plus tard qu'hier. Et on a malheureusement quelques soucis techniques de leur côté en termes de connexion. Et donc, ce n'est pas évident. On doit résoudre ça d'abord. Et une fois que ça sera fait, c'est promis, on vous fera ça. Mais je ne peux pas encore donner de date actuellement parce que, voilà, elle aussi, elle a déjà un agenda malgré tout chargé.
Et puis voilà, donc ça s'organise, ça prend un peu de temps malheureusement, mais en tout cas c'est prévu. Voilà. Donc en tout cas merci Mario. Merci à vous les gars. Bon Mario, à bientôt. À bientôt. Ciao. Ciao. Au revoir.